L'objectif de la séance est le même que la séance dernière, c'est vous permettre d'établir le lien entre ce qui va se passer en termes d'événements et de publications entre 1685 et 1715 et l'avènement de la philosophie des Lumières. Autrement dit, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé durant ces décennies, la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, en termes d'idées qui vont émerger et qui vont faire leur chemin pour être récupérées par les philosophes des Lumières et qui vont être à la base de la Révolution française. Le contenu qu'on va traiter aujourd'hui, il y a deux points majeurs, la leçon anglaise et la naissance de l'esprit de révolte. La leçon anglaise. Pourquoi on parle de leçon anglaise? Tout simplement, l'Angleterre va donner une leçon aux Français. Les Français, et là je parle bien sûr des auteurs, des philosophes, des écrivains, ces écrivains, ces philosophes vont s'inspirer de l'Angleterre, vont admirer l'Angleterre. Et on va voir aujourd'hui en quoi consiste cette admiration, en quoi consiste cette inspiration. Et je ne parle pas des moindres, je parle des plus grands philosophes des Lumières. Regardez sur votre diapositive, Montesquieu dans l'Esprit des lois montre qu'il apprécie grandement le système politique anglais. Voltaire, dans les lettres anglaises de 1734, considère l'Angleterre comme une terre de liberté à tous les niveaux. La même idée reprise par Rousseau dans la Nouvelle-Héloïse en 1761, et là aussi il fait l'éloge de la liberté anglaise, que ce soit au niveau des mœurs, que ce soit au niveau de la religion, de la philosophie, du commerce et autres. D'autres philosophes qui ne sont pas les moindres, Diderot, Marivaux, l'abbé Prévost, étaient des traducteurs ou des adaptateurs de grandes œuvres anglaises. Maintenant, entrons dans le détail, voyons voir un petit peu pourquoi l'Angleterre a inspiré les auteurs français. Le premier point, c'est pour une raison religieuse, pour la raison religieuse. Comme vous le savez, la réforme anglaise, ou ce qu'on appelle le schisme anglican, qui a été initié au XVIe siècle par le roi Henri VIII, cette réforme, ce qu'on appelle le schisme anglican, schisme veut dire séparation, tout simplement consiste à ce que le roi Henri VIII s'est séparé de l'Église catholique romaine, l'Église catholique de Rome. Autrement dit, il a mis en place sa propre Église, avec ses propres préceptes, ses propres principes, ses propres règles. Et en faisant ça, Henri VIII va permettre au peuple anglais plus de tolérance. Et tout d'un coup, les Anglais vont se trouver loin de un petit peu la pression de l'Église catholique romaine et loin de la dévotion qu'elle propose. Et tout d'un coup, les Anglais vont pratiquer la religion de leur choix. Et il y a une belle phrase de Voltaire dans Lettres anglaises qui consiste à dire, et vous l'avez sur vos diapositives, s'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, son despotisme serait à craindre. Si on avait deux, elle se couperait la gorge. Mais on en a 30 et elles vivent en paix heureuse. Autrement dit, l'Angleterre, c'est la terre de la liberté au niveau de la religion. Cette multiplicité de religions va tout simplement préparer la liberté de penser et qui va être défendue par Anthony Collins dans son discours sur les libertés de penser, traduit en français en 1714. Et cette liberté de pensée vient bien sûr de l'Angleterre, qui veut dire free thinker, autrement dit libre penseur. Vous avez remarqué, libre penseur, c'est l'un des fondements de la philosophie des Lumières, que la personne ne doit pas être emprisonnée dans le dogme, dans des vérités qui ne sont pas réfléchies et un petit peu mises à l'épreuve grâce au doute. Autre conséquence de cette liberté de religion, le déisme. L'Angleterre va défendre l'idée principale, comme quoi il y a un Dieu créateur, un Dieu de toutes les religions, et que ce Dieu n'est pas coloré, n'est pas récupéré par une seule religion, au détriment des autres et à l'exclusion des autres. Et on parle de déisme, de religion naturelle ou de religion raisonnable.
Autrement dit, une religion qui est dans l'acceptation, dans l'inclusion et surtout dans la tolérance. Et Bibliothèque anglaise 1717, qu'est-ce qu'on lit? Il n'y a pas de pays où la religion naturelle a été mieux déterminée qu'en Angleterre. Ce déisme formulé en Angleterre par des théologiens comme John Toland et Samuel Clarke consiste à croire que l'existence d'un être unique, éternel, infini, intelligent, tout puissant et tout sage, créateur, conservateur et monarque souverain de l'univers. Cette idée de croire qu'il y a un Dieu de tout le monde, de toutes les religions, de toutes les croyances, c'est en quelque sorte l'idée du Dieu chez Voltaire, ce qu'il appelle le créateur ou l'horloger. Déjà, vous voyez, ces idées des lumières phares, fondatrices de l'idée créateur, horloger, ont déjà été semées à la fin du XVIIe siècle par les auteurs anglais. Maintenant, passons à une deuxième raison, la raison politique. La bourgeoisie anglaise avait déjà fait sa révolution au XVIIe siècle. Le roi Jacques II fut chassé par Guillaume d'Orange et ce dernier va accepter à siéger avec le Parlement, à régner avec le Parlement. Autrement dit, les rois, mais pour gouverner, il a besoin du Parlement. Et là, nous sommes dans une logique de la monarchie parlementaire. Et les Français du XVIIIe siècle, ils aspiraient à quoi? Ils aspiraient à cette monarchie qui est équilibrée par le Parlement. Et les Français avaient déjà réalisé ce rêve au XVIIe siècle. Troisième raison, elle est économique. La France est un pays agricole, l'Angleterre est un pays de commerce. La France, elle se base sur les privilèges, certains commerces, certains domaines sont réservés à l'aristocratie, aux nobles. Alors qu'en Angleterre, c'est la liberté d'entreprendre, la liberté de commercer. C'est là où vient l'idée du libéralisme. Voltaire, dans l'Lettre anglaise, a bien décrit le régime économique libéral anglais. Le commerce qui a enrichi les citoyens en Angleterre a contribué à les rendre libres. Et cette liberté a étendu le commerce à son tour. De là, s'est formée la grandeur de l'État. Vous voyez l'idée ici, la liberté d'entreprendre plus le commerce. Et la France, qui était plus agricole, voyait d'un œil admiratif l'esprit entrepreneurial libre chez les Anglais, mais en même temps la place du commerce dans leur économie. La quatrième raison, elle est purement philosophique. Un certain nombre d'auteurs anglais vont publier beaucoup d'ouvrages et il y a Hobbes et Hume plus tard qui vont défendre les mêmes idées qui vont être récupérées plus tard par des philosophes de lumière, sachant que ces auteurs vont être traduits et réédités. Mais parmi les auteurs dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est John Locke. C'est un philosophe qui va construire sa pensée dans l'essai sur l'entendement humain publié en 1690. Il va construire sa pensée sur deux approches majeures, l'empirisme et le sensualisme. Pour lui, toute idée, toute vérité ne peut être vérité et acceptée comme vérité que s'il a été expérimenté. Autrement dit, on a passé par l'analyse expérimentale. Deuxièmement, il préconise le fait que toute idée acquise chez l'homme, c'est grâce au sensualisme. Ça veut dire quoi? Que les idées viennent des sens. En quoi ces deux approches sont nouvelles, à la limite révolutionnaires, et qui préparent la philosophie de lumière? Commençons par la première idée, l'empirisme. Toute vérité ne peut être acceptée que s'il passe par le prisme de l'expérimentalisme ou de l'expérience. Bien sûr, ici, on va dire, mais qu'est-ce qu'on va faire des dogmes? Qu'est-ce qu'on va faire des vérités religieuses? Qu'est-ce qu'on va faire des idées reçues qui sont transmises? Ça veut dire que tous les dogmes, les vérités religieuses, etc., on ne peut pas les accepter tant qu'on n'a pas vu leur bien fondé.
Et là, bien sûr, on est en train d'opposer la raison à la foi. On est en train d'opposer la raison à la transmission. On est en train d'opposer la raison à l'obéissance aveugle des préceptes religieux. Deuxième idée, toute idée nous vient de nos cinq sens. Autrement dit, les idées ne viennent pas grâce au don de Dieu, les idées ne sont pas un don divin, mais tout simplement, c'est un processus d'acquisition qui passe par les sens. Là, vous voyez, l'explication, elle est plus physique que métaphysique. Voyons voir maintenant dans ces idées, en quoi ces idées vont être reprises par les philosophes de lumière. Premièrement, cette approche de Locke va être appliquée par lui-même dans plusieurs domaines. Domaine politique. Si un régime politique ou un roi n'est pas à la hauteur parce qu'on a fait l'expérience, pourquoi le garder? Et là, il défend cette idée dans les traités du gouvernement civil en 1690. La même idée de l'expérimentalisme, il va l'appliquer dans l'éducation, dans son ouvrage de l'éducation des enfants, publié en 1695. Un enfant naît comme étant une page blanche. Il n'a pas d'idée, il n'a pas de concept, ni de patrimoine inné. Tout ce qu'il va acquérir, c'est grâce à l'éducation, grâce à l'expérience. Autrement dit, Dieu ne crée pas les intelligents et les moins intelligents. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de détruire une idée qui était défendue par l'Église, qui consistait à dire Dieu, c'est lui qui fait don de l'intelligence, c'est lui qui fait don du génie. Pour Locke, c'est l'environnement. Et là, il est en train de remettre en question l'idée du destin, la remplaçant par l'idée de l'éducation, comme quoi l'éducation est très importante pour former les génies, pour former les artistes, pour former les intellectuels, pour former les artisans de demain. Troisième idée de l'expérimentalisme comme application, la religion. Une religion qui crée des guerres, une religion qui crée des oppositions, une religion qui crée de l'intolérance. Si on l'a expérimenté, elle a donné autant de dégâts, autant d'animosité, pourquoi la garder? Et là, il dit, si on a maintenant une religion qui a donné l'inclusion, qui a donné la fraternité, qui a donné la complémentarité, autrement dit, une religion tolérante, il faut la garder. Et on retrouve ces idées dans Lettres sur la tolérance de 1689. Alors vous voyez ici, Locke, il est en train de démanteler, il est en train de remettre en question beaucoup d'idées reçues et qui ont été transmises à l'époque par l'Église, comme quoi le destin, comme quoi les choses sont faites de façon à ce qu'on ne peut pas les changer parce que Dieu a voulu que telle ou telle chose soit faite de telle ou telle manière. Pour John Locke, non. C'est l'homme qui crée le destin grâce à son éducation d'abord, ensuite grâce à l'expérimentation de sa vie. La cinquième raison, elle est scientifique. On ne va pas passer en revue tous les hommes de science d'Angleterre de l'époque. Nous allons nous concentrer sur Isaac Newton, astronome, théologien, philosophe, alchimiste, physicien et mathématicien. Comme vous le savez, aujourd'hui, Newton est enseigné dans le cadre jusqu'à date de la physique classique. C'est lui qui nous a démontré la gravité terrestre. Mais c'est en quoi son esprit a une relation avec la philosophie des Lumières? Tout simplement, toute son approche scientifique se base sur quoi? Sur l'observation rigoureuse, l'analyse rationnelle et le scepticisme expérimental. Autrement dit, aucune vérité, quelle qu'elle soit, ne peut être acceptée comme vérité que si elle est mise à l'épreuve à travers la remise en question, le scepticisme, le doute et la démonstration scientifique. Et bien sûr, là, on retrouve le fondement du fondement de la philosophie des Lumières.
Le cinquième et dernier point, majeur, comme tout à l'heure on a vu le quatrième point, c'était la leçon anglaise, maintenant on passe au cinquième point, la naissance de l'esprit de révolte. Comme vous le savez, Louis XIV a mené beaucoup de guerres au XVIIe siècle. Il en a gagné beaucoup, mais à la fin de son règne, il va y avoir quelques déboires. Et là commence ce qu'on appelle l'envers du décor. À la fin du règne de Louis XIV, il va révoquer l'édit de Nantes. Cette révocation va donner lieu à beaucoup de conséquences négatives qui va le rendre impopulaire parce qu'il va être perçu comme le roi dévot, le roi un peu qui est extrémiste dans sa défense du catholicisme en France. En 1709, il y a eu le grand hiver qui va provoquer une famine et qui va pousser le gouvernement et entre autres le chef du gouvernement, Louis XIV le roi, à imposer une politique rigoureuse et imposer des impôts très élevés. Ce qui va pousser les Français de l'époque à sortir dans la rue pour dénoncer l'injustice sociale, pour dénoncer également leurs conditions de vie. Et ces manifestations vont être reçues de manière assez négative par le roi, et le peuple va être maltraité par l'armée à cette époque. Et le roi, qui était le père de la nation, va perdre de son halo, va perdre de son charisme, et pour la première fois du règne de Louis XIV, il va être critiqué, voire remis en question, en tant que roi, mais en même temps en tant que système. Alors ce qui va se passer au niveau du cinquième point, à savoir la remise en question du roi et de son système absolutiste, va être une préparation à ce qui va se passer au XVIIIe siècle grâce aux philosophes de lumière. En guise de conclusion, beaucoup de points qu'on a vus, 5 points principalement: les récits de voyage, la critique de l'Ancien et Nouveau Testament, les publications de certaines œuvres françaises philosophiques importantes, la leçon anglaise, et enfin la révolte sociale, vont être 5 points qui vont préparer d'un côté les idées des Lumières, mais en même temps qui vont creuser une crise de la conscience européenne, et cette crise va préparer les Français à recevoir les nouvelles idées. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.